I. When I lose my mind, will you help me find it? Or will you leave me to rot? The way you threaten to do it. Am I going blind? Or did the sun stop shining? The times I hear myself think, it seems like nothing to do. Get me out of this moment. 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 A la base, mon problème vient pas des manettes GameCube. Promis, j'ai rien contre elles, mais d'une autre manette assez particulière que j'utilise beaucoup pour mes jeux de combat, la Razer Ryan. Donc au premier regard, c'est une manette filaire, avec 6 boutons de face, qui n'a pas de joystick et un D-pad circulaire. Mais ce qui nous intéresse vraiment se trouve à l'intérieur de cette manette. Contrairement à la plupart des manettes classiques, on retrouve des membranes en caoutchouc pour toutes les entrées numériques, donc autres que le joystick. La Razer Ryan utilise d'autres solutions. Par exemple, dans le cas du D-pad, on retrouve des micro-switches de souris avec un retour clicky, tandis que pour les boutons de face, on retrouve des switches de clavier avec un retour linéaire. Avant d'avoir la Razer Ryan, pour mes jeux de combat, j'utilisais une manette beaucoup plus classique, la DualShock 4. C'est une très bonne manette, avec un défaut pour moi, le D-pad scindé. Dans les jeux de combat, on fait souvent des motion input, c'est-à-dire glisser rapidement son doigt pour réaliser des séquences de direction précises. Cela peut s'avérer désagréable, voire douloureux avec cette manette au bout de seulement 1 heure. Ce n'est pas le cas avec la Razer Ryan qui dispose d'un D-pad circulaire. Les boutons fonctionnent comme le premier jour, mais le D-pad est de moins en moins efficace. Et la raison, c'est qu'il y a des membranes en caoutchouc qui servent de stabilisateur dans ce D-pad. Donc c'est bien beau d'avoir des micro-switches mécaniques qui tiennent très longtemps, mais si les membranes en caoutchouc lâchent avant, ça sert à rien. Donc on se retrouve au final à faire des réparations avec des élastiques à cheveux. Pas mal, hein. Et si je veux juste racheter cette manette, elle n'est plus produite, donc elle sera probablement plus trouvable dans quelques années. Il n'y a pas d'équivalent vraiment similaire. Donc, si je ne peux pas l'acheter, je vais le fabriquer. Et comme je veux. Mon but final, c'est de faire une manette avec des composants de qualité, durables, facilement réparables et personnalisables. Je suis parti sur des joysticks TMR. Il faut savoir qu'il existe 3 types de technologies, à savoir les joysticks à potentiomètre, que l'on retrouve sur la plupart des manettes classiques, les joysticks à effet Hall et les joysticks TMR. Donc je suis parti sur les joysticks TMR tout simplement parce qu'ils proposent le meilleur des deux autres technologies, que ce soit la durabilité, la consommation, le confort d'usage et la précision, jusqu'à plusieurs dizaines de fois plus précise qu'un joystick à potentiomètre. Sur la plupart des manettes classiques, on retrouve ce genre de membrane en caoutchouc. J'ai choisi à la place des micro-switches mécaniques. Les deux composants ont un fonctionnement très similaire, la seule vraie différence est le nombre d'utilisations. Là où une membrane peut durer quelques millions d'appuis, un micro-switch mécanique peut également aller à quelques millions d'appuis, jusqu'à 100 millions pour les plus résistants. J'ai utilisé ces micro-switches lorsqu'il y avait une contrainte de place, sinon le reste a été fait avec des switches de clavier. Ici low profile, là où ceux de la Razer Ryan sont de taille standard. L'avantage de ce genre de switch, c'est qu'il existe plein de variantes possibles. Par exemple avoir un retour linéaire, avoir un retour tactile, avoir un retour clicky, changer les résistances à l'appui.
Il existe plus d'une trentaine de variantes, et toutes ces variantes ont jusqu'à 50 millions d'appuis possibles. Pour profiter de toutes ces possibilités et remplacer les composants facilement, tous les composants en dehors du joystick sont hot swappable, c'est-à-dire remplaçables sans soudure. Grâce à ce tout petit composant, un 1000 max. Le cœur de cette manette est ce microcontrôleur, un RP2040, donc une carte programmable et remplaçable facilement, qui fonctionne avec un logiciel open source GP2040, compatible avec une multitude de consoles, avec également beaucoup d'outils de personnalisation, comme par exemple la configuration de boutons ou l'ajout d'un écran, qui peut permettre d'afficher les touches et le mode de fonctionnement, ou tout simplement mettre un fond d'écran. Pour convenir à encore plus d'usages, le D-pad et le joystick gauche peuvent être inversés, selon le type de jeu ou de console que l'on écoute. Ce prototype a été imprimé entièrement en 3D, que ce soit les deux blocs principaux, les boutons, le D-pad, les triggers et quelques pièces supplémentaires. Je voulais faire un journal de bord avec des rushs que j'ai perdus. De toute façon, j'ai pas filmé grand chose. J'aurais pu montrer comment j'ai commencé à faire des pièces simples avec des tutoriels YouTube pour faire un premier test avec ce que j'avais sous la main. Comment j'ai trouvé certains composants, comment j'ai fait mes premières plaques de test, le Raspberry Pi Pico W que j'ai dû remplacer car seulement 3 ports analogiques, donc un seul joystick possible, comment j'ai designé les premiers boutons et le premier D-pad. Les semaines à faire beaucoup trop de prototypes pour essayer d'avoir le D-pad parfait. Spoil, j'ai pas réussi. Comment j'ai fait la disposition de mes boutons, comment j'ai appris un logiciel pour modéliser des PCB, la première forme de manette que j'ai faite, mais trop dur de faire quelque chose d'ergonomique donc j'ai abandonné. Les jours que j'ai passé à optimiser le schéma électrique, le routage et la forme des PCB pour avoir 2 semaines de livraison. Les heures à attendre l'impression de mes pièces. Comment j'ai trouvé les contraintes nécessaires pour clipser mes pièces. Comment j'ai passé des jours à souder mes PCB avec certaines soudures tellement fines que j'ai dû utiliser des fils de fer. Les joysticks TNR que j'ai pas pu utiliser car légèrement différents et ceux que j'utilisais pour mes tests. Et beaucoup d'autres galères, mais on va pas y passer le jour. Au final, j'ai réussi sans presque aucun compromis. Et c'est encore loin d'être terminé.